The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je vous retrouve pour une nouvelle interview, alors très particulière parce que ce ne sera pas une interview conventionnelle, c'est plutôt une première, une sorte de pilote, et pour ce pilote j'ai le grand plaisir d'être avec Bruno Fedouti. Salut Bruno. Bonjour Paul Gara. Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais bien, voilà, je suis à la retraite depuis 3 semaines de mon boulot de prof. Ça me manque un tout petit peu, mais je suis content d'avoir plus de temps à consacrer aux jeux. Ok, est-ce que tu joues plus ou est-ce que tu crées plus de jeux du coup ? Alors je joue peut-être un tout petit peu plus, je crée peut-être un tout petit peu plus, pas tellement parce qu'il suffit pas d'avoir du temps pour que les idées viennent. Hein. Je crois que le nombre d'idées qui vient est toujours à peu près le même, j'ai peut-être un peu plus de temps à y consacrer. Et puis surtout, ça me permet de faire ça peut-être de manière un peu plus pro. Là, je vois les préparatifs de Cannes, j'ai eu le temps de bien préparer, je me suis fait un petit livret à montrer aux éditeurs et tout. Toutes les choses que j'avais pas nécessairement le temps de faire ou de faire bien quand j'étais prof. Oui, parce qu'on enregistre 3 jours avant le début du Festival de Cannes. Voilà. Et même chose après, les préparatifs des Tourvis, j'ai commencé à préparer les trucs et voilà. Je me sens moins à la bourre. Oui, voilà. T'as moins de charge mentale du coup, comme on dit. Voilà, exactement. Alors je l'ai dit, ça va être un format un peu particulier, ça va pas être une interview conventionnelle. J'ai déjà eu le plaisir de t'interviewer 2 fois, donc c'est la 3. On dit jamais 203, voilà. Voilà, mais il y en aura sûrement d'autres. La première fois, c'était une interview classique. La deuxième fois, c'était plus une discussion sur plein de sujets liés au jeu, au game design, à ta vision du monde Je du me jeu. rappelle, c'était très rigolo. Oui, c'était l'année dernière à Cannes. Et pour cette fois-ci, en fait, j'ai été proposé une idée que j'avais depuis un petit bout de temps et j'avais très envie que tu sois la première personne à le faire avec moi. Je t'ai demandé de choisir 5 jeux qui avaient été importants pour toi en tant que joueur, mais aussi dans tes créations, c'est-à-dire qui t'avaient influencé d'une manière ou d'une autre, que tu pensais avoir été influent pour toi en tout cas, en tant que joueur, mais également en tant qu'auteur de jeu. Voilà, alors donc j'ai choisi 5 jeux, est-ce que je les nomme tous les 5 tout de suite ou est-ce qu'on fait la surprise ? Ouais, je crois qu'on va faire la surprise. On va faire la surprise. Bon. Et on va les faire pas dans l'ordre chronologique, pas dans l'ordre alphabétique. Dans un ordre à peu près chronologique, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. En fait, on va les faire dans l'ordre dans lequel tu m'as envoyé la liste. Et je pense qu'on peut dire que le premier, j'avoue que c'est le jeu sur lequel j'avais misé avec moi-même. C'est assez facile, c'est le jeu que je cite tout le temps, alors que je n'y joue plus tellement, même si j'y rejouais ces derniers temps avec un groupe de joueurs parisiens. C'est Cosmic Encounter, enfin Rencontre Cosmique en français. Tout à fait. Donc, qui est un jeu qui date, je crois, de 1978, quelque chose 77. 77, en tout cas, sur BGG, il est étiqueté 77. Voilà, donc c'est pas neuf, que moi j'ai dû découvrir par des amis, c'était la bande de Pierre Cléquin et compagnie, dans les années 82-83, quand j'étais à Montpellier. Donc, pas si longtemps après la sortie du jeu, quand pas même. si longtemps après la sortie du jeu, on attendait les extensions, on se précipitait à Paris pour acheter les extensions qui étaient difficiles à trouver quand elles sortaient. C'est vraiment le jeu qui a fait de moi, je crois, un petit peu un auteur de jeu, parce que c'est un jeu ouvert au sens de c'est très facile de rajouter des trucs, c'est très facile de bricoler des trucs. C'est un jeu asymétrique. Alors bon, depuis c'est revenu les jeux asymétriques, il y a Root et compagnie, mais pendant très longtemps c'était un peu passé de mode. Cosmic Encounter, c'est un jeu complètement asymétrique, mais de manière parfois violente, c'est-à-dire qu'il y a des règles de base. C'est pas comme Root où chacun a ses règles, là il y a des règles de base. Mais après, chacun a un pouvoir. Mais le pouvoir, ça peut être, vous avez le droit de dire qui perd gagne. Oui. Voilà, vos pions valent 4 fois plus que les autres. Bon, donc ça peut aller très loin. Ça peut être des pouvoirs extrêmement bizarres aussi. Et dans la dernière version, donc là, ce que j'ai sorti, c'est la version Ion, la version d'origine. Mais j'ai aussi la version de Fantasy Flight qui est très bien. Parce qu'il y a eu beaucoup Il y a eu beaucoup d'éditions. Alors, on va juste citer les auteurs. C'est Bill Eberle pour la version d'origine, parce qu'après, il y a eu des auteurs qui se sont rajoutés, comme tu l'as dit. Donc, Bill Eberle, Jack Kittredge, Bill Norton et Peter Olotka. C'est souvent lui qui est le plus connu.
Dans la version FFG, je crois qu'il y a Kevin Wilson qui aussi, s'est rajouté. voilà, qui est un auteur maison FFG. Et donc, c'était le groupe Future Pastimes. Au départ, ils s'éditaient eux-mêmes. C'était Ion Products. Et alors, non seulement c'était un genre, mais c'était un jeu qui encourageait à ça. C'est-à-dire que ça a été, je crois, un des premiers jeux, ce qui n'est plus le cas dans la version FFG d'ailleurs, mais dans la version Ion, c'était un des premiers jeux où il y avait des cartes blanches pour que vous puissiez inventer les cartes qui vous passent par la tête. Voilà. Parce que, en fait, pour la petite histoire, les auteurs en fait étaient des fans de jeux comme Risk et Diplomatie, mais en fait, ils trouvaient pas de jeu qui leur convenait complètement, c'est ce que j'ai compris, et donc en fait, ils se sont fait un sorte de cahier des charges de ce qu'ils voulaient trouver dans leur jeu. Et ils ont fait un jeu, voilà, je vais dire, qui encore aujourd'hui est complètement barge. Et c'est Cosmic Encounter qui est à l'origine de Magic the Gathering, par exemple, qui est à l'origine de tous les jeux qui partent un peu dans tous les sens. Oui. Voilà. C'est le premier jeu qui partait vraiment dans tous les sens. Et encore aujourd'hui, quand on y joue, surtout quand on met plein d'éléments en jeu, c'est toujours extrêmement bizarre. C'est toujours complètement différent. Et sans être jamais très compliqué. Ouais. Donc, voilà. Et voilà. Donc, en fait, dans le jeu, on doit coloniser des planètes. Et puis, en fait, on a des cartes et on va avoir des phases de négociation. Ouais. Parce qu'on ne sait pas qui on attaque. Alors, si on sait qui on attaque, mais il y a des phases d'attaque, mais si les deux joueurs décident de négocier, ce qui se décide secrètement, mais si les deux joueurs disent je négocie, ben, on négocie. Et on peut s'entendre, alors pas tout à fait sur tout, il y a des règles sur les choses qu'on a le droit de décider. Oui, c'est quand même encadré, la négociation est encadrée, c'est pas une négo libre. Ouais, tout est encadré, mais il y a quand même des trucs, un petit peu fous. Et tu l'as dit, il y a on est des races d'aliens, on a des super pouvoirs. Et chaque alien a un pouvoir, voilà. Mais bon, il y en a on peut avoir le pouvoir de changer le but du jeu, on peut avoir le pouvoir de ne jamais arrêter son tour de jeu. Il y a des trucs un peu bizarres, quoi. Quand on joue avec tous les éléments aujourd'hui, j'ai refait 2 parties récemment. C'était des parties à 8, c'est vrai que c'est nombreux. C'est 2 parties qui ont duré 2 ou 3 heures chacune et qui ont toutes été terminées avant la fin du premier tour, mais qui étaient passionnantes parce qu'il y avait vraiment énormément d'intrigues, de combinaisons, de trucs. Voilà, c'est un jeu qui était vraiment en avance sur son temps. Et j'ai envie de dire, quelque part, si moi j'ai été, comme auteur, un peu en avance sur pas mal d'autres auteurs francophones, et il y avait Pierre Quéquin, et il y avait Serge Lager, et ces gens-là, c'est quelque part, on a tous un petit peu découvert le jeu par rencontre cosmique. Les gens qui finalement se sont retrouvés, alors je parle pas pour tous, il y en a sûrement d'autres, mais moi ceux que je connais, se sont retrouvés à être les auteurs de jeux de la fin des années 80, du début des années 90. Ce qui leur a permis ça, ce qui a été le déclencheur, ça a souvent été Rencontre Cosmique, parce que c'était un jeu en avance sur son temps de ce point de vue-là. Et donc, le fait d'y avoir joué, quelque part, ça nous donnait un avantage compétitif, puisqu'on était en avance sur les autres. Oui, je comprends. Parce que c'est vrai que c'est un jeu, aujourd'hui, ça nous paraît presque banal, mais comme tu l'as dit, il y a le fait d'avoir des cartes, et que les pouvoirs des cartes l'emportent sur la règle du jeu. Ça, c'est aujourd'hui quelque chose, comme tu l'as dit, c'est la base de Magic, et c'est des choses qui nous paraissent évidentes. Le fait d'avoir de la symétrie, on sait que les joueurs et joueuses recherchent toujours la symétrie, mais là, on n'est même pas dans des petits pouvoirs, on est dans des pouvoirs très violents. Et c'est finalement ces pouvoirs très violents, comme tu l'as expliqué, c'est les joueurs et joueuses qui, en négociant, en s'entendant, vont rééquilibrer finalement. Exactement. Donc, beaucoup repose sur les joueurs et joueuses, en fait. Voilà, Rencontre Cosmique, c'est un jeu qui... Et je me rappelle, il y avait une interview de l'un des auteurs qui avait dit, je ne sais plus lequel, sans doute Peter Wodka, parce que c'est celui qui parle le plus, qui avait dit, mais on n'a pas du tout cherché à faire un jeu équilibré, puisque c'est pas un jeu qui est fait pour être joué à 2. Donc à partir où il y a plus de 2 joueurs, c'est pas la peine que ça soit équilibré. L'équilibre, il viendra des joueurs. C'est à eux de se débrouiller. Effectivement, on peut très bien, il y a des pouvoirs, je me rappelle, Healer, par exemple, c'est vraiment faiblard, quoi. Vous pouvez sauver un pion des autres joueurs de temps en temps, oui. Mais si vous avez ce pouvoir, vous vous en sortez quand même parce que les autres vont plus volontiers s'allier avec vous, etc., etc. Alors, c'est pas nouveau, il y avait ça dans Diplomatie, par exemple. Oui. Mais voilà, c'est très c'est un jeu chaotique parce que l'équilibre finalement c'est un peu chiant, quoi. Oui.
On est d'accord. Mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, l'équilibre, il vient des joueurs. Mais l'équilibre qui vient des joueurs, c'est plus rigolo que l'équilibre qui est créé par les règles. Et de fait, ça donne aussi cette fameuse rejouabilité, puisque chaque partie changera en fonction des personnes et de la façon dont les pouvoirs vont tourner autour de la table. Et des personnes, parce que même avec les mêmes pouvoirs, on peut faire des trucs complètement différents. Et est-ce que parce que là, effectivement, tu parles de pouvoir très fort, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, la symétrie, elle s'est un peu étiolée, et que souvent, on a des pouvoirs qui sont tous un peu... Même les joueurs voudraient tous que ce soit équilibré, trop... Alors, elle revient un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... Alors moi, ça m'énerve. J'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit ici. Mais il y a beaucoup de jeux, j'ai envie de dire, avec des petits pouvoirs, avec des trucs. Bon, avoir votre pouvoir, c'est qu'une fois dans la partie, vous pouvez faire ça. Bon, c'est un peu gentillé. Tiens, j'ai vu ça récemment. Non, j'ai joué à Zoo Vadis, qui est la nouvelle version de Quo Vadis, un vieux jeu de Knizia, où ils ont rajouté des petits pouvoirs comme ça. Mais bon, où finalement, au pouvoir, bon, voilà, il est sympa, il est gentil, mais il n'est pas au cœur du jeu. Hein, donc, par contre, ça revient quand même. Hein, je parlais de Root, par exemple, qui en a un très bon exemple, qui va un jeu où vraiment les pouvoirs, ils sont complètement différents. Oui. Et là, comme tu l'as dit, c'est carrément le gameplay. On va avoir des actions communes, mais on ne joue pas exactement au même jeu. On joue sur le même plateau, mais on ne joue pas tous au même jeu. Quelque part, Cosmic, parfois, c'est un petit peu ça. Hein, ça me fait penser à un truc qu'on avait inventé quand j'étais ado, qui était complètement idiot, c'était le tarot à 6 joueurs avec un joueur qui n'a pas de carte. Et le joueur qui n'a pas de carte, il peut regarder les cartes de tout le monde. Ok. Il peut regarder ce qu'il y a dans le chien, il peut tout faire. Et il peut dire tout ce qu'il veut à qui il veut, vrai ou faux. D'accord. Et il gagne comment ? Il gagne comment ? Par contre, au début de la partie, en fait, avant que la partie ne commence, avant que la donne ne commence, il note le nom d'un joueur et il partagera les points de ce joueur. D'accord. Et après, il fait tout ce qu'il veut, il dit tout ce qu'il veut à n'importe qui, mais il peut mentir. Et on ne sait jamais si ce qu'il dit est vrai ou pas. Mais c'est marrant que tu donnes cet exemple, parce qu'il me semble que les mêmes auteurs ont fait la première version de Dune. Oui. Et dans cette version-là, il y a un pouvoir où tu peux prédire qui va gagner à quel tour. Mais Dune, c'est une version simplifiée de Rencontre Cosmique. Hein. Oui, qui s'y prêtait par la thématique, qui avait une thématique qui s'y prêtait très bien. C'est très drôle parce que quand on y joue, d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on devine très bien que le matériel qui a servi au prototype, c'était une boîte de Rencontre Cosmique. Donc tu l'as dit, pour toi, c'est le jeu qui a été décisif dans... Ça a été le jeu qui a été décisif pour moi, qui a fait de moi un auteur. Et je pense que historiquement, c'est un peu le jeu qui a créé, avec le deuxième dont je vais parler après, le jeu qui a créé le monde du jeu de société moderne. Souvent, on dit que Citadel est un héritier de Rencontre Cosmique. C'est comme ça que tu... Un petit peu, ou t'es pour pas... Pour moi, Citadel est au moins autant un héritier... Enfin, si. Mais Citadel, il y a une dimension de bluff. Ouais. Je ne dis pas qu'il n'y a jamais de bluff dans Rencontre Cosmique. Il y a des pouvoirs qui permettent de bluffer. Mais ce n'est pas le cœur du jeu. Alors que dans Citadel, c'est quand même plus que cœur. Donc, c'est un petit peu cette école. Il y a des pouvoirs qui viennent un petit peu de parce qu'il y a des Cosmic, pouvoirs forts aussi dans Citadel. Aussi. Voilà. Donc, je dirais que c'est une des influences. Je ne dirais pas que c'est un héritier de Rencontre Cosmique. Et dans tes autres jeux, Mascarade aussi, c'est Mascarade, il y a aussi peut-être un peu plus proche de Cosmic dans l'esprit. On avait fait avec Pierre Cléquin un jeu très inspiré de Cosmic qui s'appelait La Conquête de l'œuf. On avait eu un prix à Boulogne et tout, mais il n'a jamais été publié. Je réfléchis dans mes jeux, qu'est-ce qui est le plus proche, qu'est-ce qui est le plus dans l'esprit de Cosmic ? C'est pas évident, hein. Mission Planète Rouge, un petit peu aussi. Mais non, peut-être Mascarade. Mascarade, c'est pour toi le plus inspiré. C'est beaucoup plus léger, mais c'est peut-être le plus inspiré de Cosmic, oui. Et la thématique, c'était une thématique aussi qui t'a inspiré après ou pas, la science-fiction ou... Un petit peu. Le problème, c'est que je fais un peu les thématiques de ma génération. Hein. Et donc, voilà, moi, quand j'avais 20 ans, 30 ans, les univers qu'on connaissait bien, les univers un peu imaginaires qu'on connaissait bien, c'était la fantasy façon Tolkien et la science-fiction. Hein. Donc c'est ces univers-là qui me viennent encore spontanément. Et qui se prêtaient très bien au fait d'avoir des races d'aliens dans Rencontre Cosmique. Avec les jeux d'aujourd'hui avec des petites fleurs et des arbres, bon, ça m'énerve un peu, mais je pense que c'est question de génération. Hein, parce que pour moi, les fleurs et les arbres, c'était naturel. Je comprends que pour les gens d'aujourd'hui, ça devient un peu fantastique. Ils en voient plus beaucoup, ça disparaît, tout ça. Donc ça fait rêver. Mais voilà, moi, ça me faisait pas rêver à 20 ou 30 ans, donc ça me fait toujours pas rêver maintenant.
Tu choisis tes thématiques en même temps que tu crées tes jeux ou ça vient bien après ou... C'est très variable. Très variable. C'est T'as très pas de règles. Il y a des jeux, je sais que par exemple Mission Planète Rouge, la thématique était là au départ. Mhm. Mais je crois que tu m'avais dit, par exemple, Mystère à l'abbaye, tu m'avais dit au début, c'est pas du tout ce thème-là. Au tout début, il y a eu un jeu de science-fiction. Ouais. On a du mal, on se dit. Oui, Mystère à l'abbaye, la toute première version, c'était la créature rouge avec 3 yeux et 8 tentacules. Et voilà, on avait des infos sur le nombre d'œils, de tentacules et tout de l'assassin. Mais bon. Ok. Après, je dirais quand il y a un changement de thème, et c'est ce qu'on a réussi dans Mystère à l'abbaye, quand il y a un changement de thème, on rebondit, il faut changer en conséquence la mécanique. Ouais. Voilà. Faut qu'il y ait une adéquation quand même. Il y a plein de mécanismes, et notamment le vœu de silence, par exemple, de Mystère à l'abbaye, il est venu du thème. C'est évident qu'il n'existait pas dans la première version. Ou le fait de faire des chants grégoriens pendant qu'on joue. Mais... Rencontre cosmique, tu dis que tu y joues encore. Alors, j'avais arrêté ça. J'y ai pas joué pendant une quinzaine d'années. Ouais. Et puis là, récemment, sachant que j'aimais beaucoup ce jeu, il y a un petit groupe de joueurs parisiens qui sont des fans de Rencontre Cosmique qui m'ont contacté. Donc on a fait 2 parties, on en fera peut-être d'autres. Et en tout cas, ça m'a... Et t'as toujours le même plaisir à y jouer. J'ai toujours le même plaisir à y jouer. Et voilà, c'est comme le vélo, on n'oublie pas. Oui, c'est un jeu qui a eu beaucoup de versions et aussi beaucoup d'extensions et même des extensions. Enfin, je pense qu'on peut créer des races d'aliens avec des pouvoirs. À une époque, avec mes amis de Montpellier, on avait fait un petit fanzine, ça s'appelait Le Comique en scooter, et dans lequel on publiait des trucs. Ça, c'est pareil, ça doit être dans les années 80, début des années 90. Voilà. C'est très facile d'imaginer des trucs. Dans la version FFG, il y a un pouvoir à moi d'ailleurs. D'accord. Vous avez demandé à un certain nombre d'auteurs de proposer s'ils avaient imaginé un pouvoir de Rencontre Cosmique qu'ils aimaient bien. Et donc, il y en a un à moi, mais ils avaient changé son nom et je ne sais plus comment il s'appelle maintenant. Je sais quel est son effet. C'est quoi l'effet du coup ? Alors, l'effet, en fait, c'est quand il y a un combat, votre adversaire commence par jouer 2 cartes face cachée au lieu d'une. Sans les regarder, vous en prenez une, vous la mettez dans votre main et puis maintenant, vous jouez votre carte. D'accord. Et lui, il va jouer l'autre. Ok. Voilà. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, ce pouvoir, mais celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Voilà. Ok. Bon, je pense qu'on a bien parlé de Rencontre Cosmique. On a bien parlé de Rencontre. Voilà, c'est celui sur lequel j'avais parié. Donc, après, les autres, j'ai eu plus... il y en a certains, c'est pas des surprises, mais j'aurais été moins affirmative. Le deuxième dont on va parler, c'est les colons de Catane. Voilà. Alors, je sais que les colons de Catane aujourd'hui ont parfois un peu mauvaise presse. Donc maintenant, on l'appelle Catane. Voilà, Donc c'est le jeu de Klaus Teuber. Un jeu de 95, sorti chez Cosmos, et qui gagne le Spiel dans la foulée. Ouais. Et alors, si j'ai mis ce jeu, c'est bon. Aussi parce que c'est un peu un ancêtre du monde du jeu d'aujourd'hui. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup apprécié dans les colons de Catane et que je pense on a retrouvé depuis dans pas mal de jeux, que moi j'essaye d'utiliser aussi dans mes jeux depuis, c'est la manière dont il joue sur les probabilités. Ouais, parce que pour expliquer rapidement, donc en fait le but du jeu ça va être de construire des bâtiments et d'être le premier à avoir 10 points de victoire. On va avoir un joueur actif qui va lancer les dés. Le lancer de dés va déterminer quel terrain sur le plateau, qui est un plateau modulaire, va produire, et on va récupérer les ressources si on a des bâtiments adjacents, il me semble. Donc parfois on n'aura pas les ressources qu'on veut pour construire les prochains bâtiments, mais on va pouvoir ensuite se les échanger. Voilà. Et voilà. Alors ce que je trouve extraordinaire dans les colons de Catane, et dont on se rend pas toujours compte, je crois, justement, c'est cette manière dont ils gèrent les probabilités. Oui, pour les productions de ressources, en fait. Pour les productions de ressources. Parce que tout se fait avec un grand set 2D, donc il y a une courbe de Gauss. Alors, oui, on sait que c'est plus facile de faire un 7 qu'un 12, par exemple. Mais il faut calculer un petit peu. Mais du coup, est-ce qu'on va se concentrer sur, justement, les chiffres? Alors, le 7, il est un peu à part. Mais est-ce qu'on va se concentrer sur les 8 ou les 9? Mais là, il va y avoir baston, et c'est un peu compliqué, etc. Ou est-ce qu'on va plutôt essayer de faire des trucs sur les petits chiffres, où on va être plus tranquille et où on a des zones de développement qui seront peut-être un peu plus... Voilà. Donc il y a des choix à faire à ce niveau-là. En plus, c'est aussi un jeu où on peut, et on ne le dit pas assez, mais les colons de Catane, oui, c'est un jeu de développement, mais c'est un jeu assez méchant, parce qu'on peut quand même pas mal coincer les autres en essayant. Voilà. Il y a vraiment une course pour aller au bon endroit. De temps en temps, on va construire une route uniquement pour bloquer les autres et l'empêcher d'aller là. Voilà. Donc, pour moi, il
il y a aussi là-dedans des tas de choses qu'on a retrouvées depuis dans énormément de jeux. Tous les jeux de développement avec des ressources, etc. Oui, c'est vraiment même un des premiers jeux de production de ressources. Ouais. Ça donne un peu tous les jeux de gestion. Trucs, voilà. Et on va dépenser des ressources pour construire des trucs qui après vont produire des ressources, etc. Et les plateaux modulaires aussi, quelque chose qui paraît évident aujourd'hui, mais c'est un jeu qui est dans les premiers à avoir des plateaux modulaires, ce qui est aussi un apport. Et puis aussi le fait que finalement, on joue même s'il y a un joueur actif, on joue tout le temps, il y a peu de temps mort dans la partie. Oui. Non, c'est... Et alors, pareil, ça fait longtemps. Ça va faire une quinzaine d'années que j'ai pas joué. Hein. Tu l'avais découvert en 95, ça sortit? Oui, je l'ai découvert tout de suite. Hein. Je me rappelle, il y avait une copine qui me dit tiens, j'ai acheté ça en Allemagne parce que ça, je me suis dit que ça te plairait. Bon, voilà. Oui. Et alors, ce truc que je regrette, c'est que les versions maintenant, il y a les petits pions en plastique que je trouve très désagréables. Les pions en bois étaient bien mieux. Mm-hmm. Mais oui, non, je l'ai découvert à sa sortie. J'avais acheté toutes les extensions, etc. Mais même le jeu de base, je continue à trouver qu'il y a... pour moi, il y a vraiment intellectuellement un truc dans la... Voilà, c'est... Je crois que, justement, avec Rencontre Cosmique, et de manière très différente, parce que les Colons de Catane, au contraire, c'est un jeu qui est fermé, qui est rigoureux, c'est pas un jeu barge comme Rencontre Cosmique. Mais pour moi, c'est un peu les deux fondateurs. Tu joues encore aux Colons de Catane? Ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Ouais. Par manque de joueurs ou parce que tu es passé à autre chose Parce que je joue à autre chose, mais parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de jeux qu'entre essayer de jouer au truc nouveau qui sort, parce que c'est mon boulot, c'est la veille professionnelle, il faut savoir ce qui se fait et tout, tester mes prototypes, parce qu'il faut que je teste mes prototypes aussi. Donc du coup, les vieux trucs, j'ai un peu du mal à les ressortir. Quoi. Mais je sais que par exemple, j'aurais envie de refaire une partie de Catan, alors que j'ai pas envie de ressortir Carcassonne, par exemple. D'accord, ouais. Oui, d'accord, oui. Donc, tu joues pas plus par manque d'opportunité que par manque d'envie, finalement. Ouais. Et toi, en tant qu'auteur, après, dans quel jeu tu penses que c'est un jeu qui t'a marqué ou qui a été influent dans lequel de tes créations? Il y en a un, c'est évident, qui vient de ressortir, c'est Artemis Odyssey, qu'on a fait avec Serge, et qui est, très clairement et consciemment, on est parti de Catan et on a dit on va faire un Catan mais différent quoi, où il y a d'une part où il n'y a pas de jet de dés, d'autre part où il y a une dimension psychologique. Donc un Catan où il faut essayer de deviner ce que les autres sont en train de programmer. Mais Artemis Odyssey, c'est Catan, le jeu de programmation. Et on l'a fait complètement délibérément. D'autres jeux où tu penses que il y a des choses que tu as réutilisées ou... Oui, dans La Fièvre de l'Or. Ouais, tout à fait. On a réutilisé bêtement le système de lancer de dés de Catan. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc voilà, et j'aime beaucoup moi le système de production sur un lancer de dés comme ça où on essaye de raisonner à partir de la cour de Gauss. Qui met un peu d'imprévu aussi en fait. Qu'on ne connaît pas parfaitement, mais qu'on connaît à peu près. Donc c'est un imprévu prévisible. Oui, qu'on peut anticiper. C'est statistiquement prévisible. Après, les statistiques. Et surtout, comme on peut après y changer, en fait, on a quand même du contrôle sur même si on se retrouve on a a priori un peu de contrôle, quoi. C'est quelque chose que tu aimes dans les jeux, qui est une part d'imprévu, une part de hasard. Il y a des personnes il y a des joueurs qui ne veulent pas, qui veulent tout soit contrôlable de A à Z. Alors moi, je dis parfois, c'est un peu une boutade, mais c'est pas complètement faux. Moi, je dis que les jeux où il n'y a pas de hasard, c'est des jeux buggés, parce que c'est le meilleur qui gagne. Bon, voilà, c'est le meilleur qui gagne, quel est l'intérêt de jouer, C'est buggé, c'est décidé d'avance. Bon, alors, c'est pas tout à fait vrai. Tout à l'heure, on a joué un jeu qui est pas un prototype à moi, qui est pas du tout un jeu de hasard. Marc, t'as gagné 2 fois. Mais peut-être que si on en avait fait une 3e, j'aurais gagné. Bon. Donc, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que j'aime bien qu'il y ait, peut-être pas du hasard brut comme ça, mais j'aime bien que les joueurs puissent jouer avec le hasard. C'est ce qui va nous amener d'ailleurs au jeu suivant dont on va parler. J'aime bien que les joueurs puissent jouer avec le hasard, c'est-à-dire jouer sur les statistiques, prendre des risques, se dire, vu la configuration, je pense que lui, il a fait ça parce que c'est statistiquement plus intéressant pour lui.
Donc, je vais faire ça, même si ça n'a pas l'air d'être plus intéressant pour moi, etc., etc. Donc, j'aime bien ce qu'on appelle parfois le hasard raisonné. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas le truc qui va tomber comme ça tiens, c'est toi, tu joues pas. Bon, ouais, non, c'est pas ça. C'est des trucs où il y a des probabilités différentes et on va les prendre en compte dans la manière dont on joue. Et parfois, pour qualifier tes jeux, on utilise le terme de chaotique. Je crois que c'est pas un terme que tu affectionnes forcément. Bon, c'est pas complètement faux, mais déjà, étymologiquement, c'est un peu bizarre parce que le chaos, c'est le truc primordial. C'est ce qu'il y a avant l'organisation. Moi, c'est quelque chose qui se rajoute sur des trucs un peu organisés. Et puis, le chaos, il y a l'idée que les choses deviennent si complexes qu'elles en sont incompréhensibles. C'est pas du tout ce que je cherche dans un jeu. Ce que je cherche dans un jeu, c'est qu'il y ait des éléments qui font qu'on ne puisse pas tout prévoir parfaitement. Mais on peut quand même avoir une petite idée, on peut quand même faire des paris, etc. Donc, c'est pas exactement du chaos. Voilà. Oui, c'est plutôt des jeux qui sont pas 100% maîtrisables. Ce que voilà, tu veux, où on exactement. doit à un moment, le joueur ou la joueuse doit prendre un peu de risque. Je déteste pas l'expression chaos, ça m'arrive de l'utiliser aussi, mais c'est pas vraiment le bon terme. Oui, c'est vrai qu'en fait, le sens originel du terme n'est pas exactement l'idée qu'on sous-tend quand on évoque et même ça. Quand on le dit, ça, on sous-entend que mes jeux, c'est des jeux où il se passe un peu tout et n'importe quoi. Non, c'est pas des jeux où il se passe tout et n'importe quoi. Mais c'est des jeux qu'on n'arrive jamais à contrôler parfaitement. On t'a commencé à en parler, le troisième jeu. Oui, alors le troisième jeu dont je voulais parler, c'est le poker. Même si là, c'est pareil, ça doit faire 20 ans que je n'y ai pas joué, mais j'y ai beaucoup joué à une époque. Alors, il y a eu une grande mode du poker à un moment. Enfin, il y a eu une déferlante de poker. Voilà. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté, parce que je n'aime pas faire comme tout le monde. Je pense que c'est dans les années 2000, 2004, 2005. Moi, je me souviens moi-même avoir regardé des émissions sur Canal commentées par Patrick Bruel. Parce que le truc, c'est que du coup, tout le monde jouait à la même version. Tout le monde jouait au Wogdem. Moi, ça m'a fatigué un peu. Ce que j'aime bien dans le poker, c'était aussi qu'il y avait plein de variations bizarres, rigolotes, etc. J'y ai beaucoup joué, je dirais juste avant, dans les années 90, je pense. Et là où le poker m'a apporté quelque chose aussi en termes de création de jeux, et où je trouve que c'est un jeu extrêmement moderne, c'est que, un peu comme les colons de Catane, il y a cette idée de jouer avec les probas. Mais là, il y a en plus, effectivement, le côté psychologique, le côté essayer de sentir ce que l'autre est en train de faire. Là, le bluff et tout le bluff qui va avec. Le bluff, et j'adore cet élément du poker. Après, ce qui est curieux avec le poker va un peu contre une idée que je défends souvent sur le jeu, c'est que le jeu est quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité. À partir où il y a un enjeu financier, c'est pas tout à fait déconnecté de la réalité. Or, le poker, si on joue pas d'argent, ça marche pas. Oui, c'est ce que tout le monde dit. Alors, voilà, moi, j'ai jamais joué au poker de ma vie. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi, j'ai le problème, je me dis toujours, je ne veux pas jouer d'argent. Et on me dit, mais si tu ne joues pas d'argent, tu ne peux pas jouer des allumettes, en fait. C'est pas la même chose. Ça ne marche pas. Tu n'as pas le même investissement, c'est ça ? La mécanique fait que ça ne marche pas, fait que la prise de risque ne fonctionne pas. Et, alors, j'y reviendrai tout à l'heure, je fais juste une parenthèse. Donc, j'ai adoré le poker aussi parce que, un peu comme ce que je disais sur Cosmic Encounter, l'époque où j'ai joué au poker, qui était donc avant la grande mode, donc fin des années 90, je pense essentiellement, c'était l'époque où la mode, c'était plutôt d'inventer des tas de variantes à la con. Et, un peu comme avec Rencontre Cosmique, on avait inventé énormément de variantes de poker. Et c'est facile d'inventer des variantes de poker. Et c'était avec le même groupe, Pierre Cléquin, Serge et compagnie. Et donc ça a été aussi un peu mon entraînement d'auteur de jeu. Oui, à expérimenter des variations, des variantes. Voilà. Parce que le poker, en fait, c'est un jeu de cartes, comme les jeux traditionnels, dans lequel on doit faire des combinaisons. C'est celui qui a la meilleure combinaison qui l'emporte. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit du poker. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. En fait, tout le jeu est dans le système de mise. Oui. Exactement comme au bridge, tout est dans les annonces. Quoi. Et t'étais client de jeux de cartes traditionnels à la base ou pas plus que ça ? Alors, j'aimais bien le tarot. J'aimais bien le whist.
j'étais pas fan ni de l'un ni de l'autre. Ok. On retrouve ça dans Le Roi des Nains, hein, mais voilà. J'ai joué au tarot, j'ai joué au whist quand j'étais ado. J'étais pas un grand joueur de jeux de cartes. Je jouais plus aux échecs quand j'étais ado, par exemple. Donc le poker, c'était vraiment le jeu de cartes que... C'est le jeu de cartes qui m'a accroché. Et si j'ai voulu parler du poker, c'est parce qu'en fait, quelque part, un de mes fantasmes depuis la période du poker, est-ce que j'essaie régulièrement de recréer avec ou de faire avec plus ou moins de succès, c'est de faire un jeu qui arrive à avoir la même tension que le poker, sans qu'on ait besoin d'y mettre d'argent. D'accord. Et c'est quelque chose qui est très difficile. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle le 4e jeu que j'ai mis, c'est Cursed Court, parce que pour moi, c'est vraiment la réussite dans ce domaine. Pour moi, c'est le jeu où on se sent vraiment pris exactement comme dans une partie de poker, sans qu'il y ait d'argent. D'accord. On va reparler plus en détail de Cursed Court après. Mais dans le poker, quand tu dis, comment tu réutilises des jeux ou que tu as réutilisé, ou tu as réutilisé vraiment les éléments du poker, ou est-ce que c'est par exemple le bluff que tu as utilisé beaucoup, comme tu disais, dans Citadel? Dans Citadel, j'ai essayé le système le système de choix des personnages, je ne l'ai pas inventé, je l'ai recyclé d'un jeu de Marcel André Casasola, mais j'ai essayé de le faire fonctionner différemment, et j'ai essayé de le faire fonctionner un peu comme au poker. C'est-à-dire que je me suis dit, il faut que, et on a un petit peu ça dans Mission Planète Rouge aussi, il faut que le joueur qui choisit une carte, il se demande laquelle il soit toujours il soit toujours un peu joué à qui tout double, quoi. Voilà. Il soit toujours à se demander ce que l'autre a fait ou ce que l'autre est en train de faire. Il y a ce qu'on aimerait bien choisir en toute liberté, et après on se dit, si je fais le meilleur choix, en même temps, je vais peut-être me faire court-circuiter par les autres. Si je fais ce qui est évident, je vais me faire avoir. Donc du coup, je vais pas le faire. Ils vont pas me contrer et je vais aller plus loin. Et c'est exactement le truc du poker. Hein. Voilà. Là, si je mets normalement avec la main que j'ai, je dois pas jouer ça. Si je le joue, ils vont penser que j'ai une meilleure main. Voilà. Et ça marche ou pas. J'ai envie de dire, moi j'essaye toujours de faire des jeux auxquels on ne puisse pas vraiment jouer en ligne, c'est-à-dire des jeux où il faut avoir les gens en face. Faut regarder votre joueur dans les yeux. Quoi. Ouais. Toi, tu joues pas du tout en ligne? Non. Ça t'intéresse pas du tout? Ça m'intéresse pas. J'ai un peu essayé. Ouais. Je n'aime pas trop. Ouais. Et puis j'ai envie de dire, c'est surtout quand je suis tout seul, je préfère prendre un bouquin. Oui. Pour moi, le jeu, c'est, on est autour d'une table, on mange, on boit, on rigole et on joue. Quoi. Ouais. C'est un peu comme ça que je le vois. Et hormis Citadel, il y a des jeux dans lesquels c'était la dimension bluff qui était prépondérante pour toi dans les jeux que tu as créés? Bluff ou ce que les Américains appellent double guessing, qui n'est pas exactement la même chose. Parce qu'il n'y a pas la dimension d'intimidation du bluff. Mais il y a la même dimension psychologique. Oui, le double guessing, c'est tout le monde le bluff, c'est on n'est pas dans la même situation. Le double guessing, comme au poker, on n'a pas les mêmes mains et on essaie de faire croire qu'on a quelque chose. On a autre chose. Ouais. Le double guessing, c'est on est tous plus ou moins dans la même situation, mais on essaie de sentir ce que les autres sont en train de faire. Et c'est ce qu'il y a par exemple dans Diamant, qui est, je pense, après Citadel, celui de mes jeux qui se vend le mieux. Qui est un jeu que tu as fait avec Alan Moon. Avec Alan Moon, oui. Et Diamant, ça fonctionne complètement sur cette idée-là. Donc, voilà. Donc oui, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de mes jeux. Les jeux sur lesquels je travaille en ce moment, il y a un petit peu de ça. Et puis même dans les jeux qui sont sortis récemment, Wake to Hook, chez Wank, il y a cette dimension un petit peu de... un petit peu poker, un petit peu sentir ce que l'autre est en train de faire. Et... dans un jeu qui sortira l'an prochain, les 6 suspects, il y a ça aussi. C'est dans la collection Microgame, c'est ça? Ouais, chez Matago. Ils l'ont déjà imprimé en fait, mais ils en ont imprimé plein en même temps parce que ça revient moins cher de les faire tous en même temps. Mais il sortira pas tout de suite. Mais il sortira pas tout de suite. Donc j'ai déjà mes exemplaires d'auteur, mais il sort dans 6 mois. Donc il y a aussi cette dimension-là. Voilà. Donc oui, j'ai envie de dire,
faudrait que je me mette dans mon bureau et que je vois tous mes jeux Mais sur les étagères. c'est vraiment quelque chose c'est quelque pour chose toi. qu'on retrouve dans beaucoup de mes jeux. Et là encore, Soit ouais. le bluff asymétrique, soit le double guessing, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans énormément de mes jeux. Et là encore, c'est une mécanique qui tient beaucoup aux personnes, qui va tenir aux personnes autour de la table, bien sûr. qui vont tout changer. C'est-à-dire que c'est quand même les joueurs et joueuses à nouveau qui font l'équilibrage dans ce genre de jeu. Complètement. C'est ce que tu disais. Je comprends pourquoi tu dis que tu veux pas y jouer en ligne, parce que c'est important. Un jeu comme Diamant, celui qui est prévisible, il a perdu. Oui. Ouais. Comme au poker. Hein. Oui. Poker, le joueur qui est prévisible, il a perdu. C'est pour ça que les joueurs de poker disent qu'il ne faut jamais jouer avec des débutants. Ouais. Parce que les débutants, ils sont imprévisibles. Et d'ailleurs là-dessus, est-ce que toi qui te dis souvent, voilà, que quand on joue, on n'est pas, il y a le cercle magique, on n'est pas dans la vie réelle. Est-ce que tu trouves que justement, humainement, les joueurs et joueuses sont très différents? Enfin, par exemple, sur la prise de risque, sur le fait d'être prudent, au contraire. Est-ce que toi, tu trouves que tu retrouves quand tu connais bien les gens, et quand tu joues avec eux, est-ce que tu trouves que il y a une porosité des personnes, ou est-ce que tu trouves vraiment que les gens peuvent être complètement différents dans le jeu? Ça dépend. Ça dépend, il n'y a pas de règle. Je connais des gens qui peuvent jouer de manière un peu folle, aussi bien dans la vie que dans le jeu, et j'en connais pour qui c'est un peu l'inverse. Hein. Donc, moi, je pense que je suis beaucoup plus prudent dans la réalité que quand je joue, donc je pense que ça dépend. Et donc tu disais, l'argent, le fait que ce soit l'argent, tu penses que ça c'est aussi quelque chose qui fait que le poker est dur à transposer dans un autre jeu de société en tant que tel? Oui, c'est ce qui fait que c'est difficile. Alors, je dis moi j'ai essayé de faire des trucs un peu comme ça, mais voilà. Si j'ai mis Cursed Court, c'est parce que je pense que de ce point de vue-là, c'est vraiment la réussite. C'est vraiment un jeu où on a, je dis pas qu'on a l'impression de jouer au poker, on joue à autre chose. Mais il y a cette tension. Alors, Cursed Scout, donc c'est un jeu de 2017 de Andrew Hanson, qui est sorti chez Atlas Games. Je pense qu'il n'y a pas de version française à ce jeu. Non, il n'y a pas. Et c'est pas faux. Et pourtant, j'en ai parlé. J'en ai parlé à tous les éditeurs et personne. Apparemment, c'était compliqué. Il y a beaucoup de matos. Donc, moi, j'avoue que j'en avais pas du tout entendu parler. Donc, j'ai découvert quand tu me l'as envoyé le titre. Je suis allée regarder là. Il y a une vidéo de Dice Tower donc qui présente le jeu si ça intéresse les auditeurs auditrices. Donc, j'ai compris que c'était un jeu effectivement d'influence et de majorité. En fait, il y a une sorte de grille avec des personnages et on va avoir des cartes avec son voisin commune, mais on ne sait pas quelles sont les autres cartes qui ont été distribuées et on va devoir miser. En fait, c'est un jeu de paris. Ouais. C'est un jeu de paris. On fait des paris sur les cartes qui vont être présentes dans le jeu à la fin de la partie. Sauf qu'on n'en connaît que deux. Sauf qu'on en connaît au départ que deux. Celle qui est à notre droite et que connaît aussi notre voisin de droite. Celle qui est à notre gauche que connaît aussi notre voisin de gauche. Et puis, au fur et à mesure que la partie avance, il y a aussi des cartes qui vont être révélées face visible et qui vont permettre ou pas de faire des combinaisons avec les cartes que l'on connaît. D'accord. Et donc, on va faire des paris sur les combinaisons qui vont sortir. Ok. Donc, c'est un jeu de maîtrise de l'information, de paris sur l'information, de lecture de ce que font les autres joueurs, parce qu'ils ont aussi notre voisin de gauche. Ouais. Il y a deux informations dont une en commun avec moi. Et à partir de là, je vois ce qu'il fait. Et c'est aussi un jeu d'intimidation comme au poker, parce que le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de paris possibles. On a un nombre de jetons, c'est ça? On a un nombre de jetons. Il y a un plateau comme quand on joue à la roulette, si vous voulez. Mais pour faire un pari, on met un certain nombre de jetons sur une case. Il peut y avoir qu'un seul pari sur chaque case. Par contre, on peut virer un joueur, mais pour virer un joueur, il faut mettre 2 fois plus de jetons que ce qu'il avait mis. Et comme on n'a que 20 jetons en tout, ça peut aller très vite. Ouais. Et il faut faire les meilleurs paris. Et voilà, il y a petit à petit une tension qui se crée parce que on se dit putain. Et on peut faire des coups de bluff. Hein. Ouais. Pas avoir un coup de bluff à 10 jetons, c'est idiot, mais on met 2-3 jetons quelque part. Ça, ouais, ils vont tous croire que j'ai vu cette carte, alors qu'en fait que je ne l'ai pas vue. Du coup, je vais me faire virer, mais peut-être que voilà. Donc voilà. Il y a vraiment, je connais peu de jeux, alors même que chez moi, quand on joue, voilà, comme je disais, c'est souvent après manger, boire, on cause, on rigole, etc., etc. Je connais peu de jeux qui créent subitement un tel silence autour de la table, avec les joueurs qui se regardent. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui, là, hein? Et pourquoi il fait ça, hein? Voilà. Donc tu retrouves un peu l'ambiance qu'on peut avoir à une table de poker où tout le monde, quand on arrive à des moments importants, il y a une très forte concentration. Voilà. Et je connais aucun autre jeu, il y a des jeux qui arrivent un peu, mais
Mais pour moi, c'est ce vraiment type de jeu, ouais. Oui, c'est Qu'il pas comme soit des jeux de arrivé. gestion où tout le monde est silencieux, soit- mais c'est parce qu'on Parce qu'on est en train de faire des calculs. Non. Voilà. Là, on est silencieux parce qu'on est concentré, on essaye de comprendre ce que les autres sont en train de faire. De décrypter la situation. Pas de l'analyser, mais de la décrypter. Comment tu l'as découvert, ce jeu ? Comment je l'ai découvert, je ne sais plus. D'accord. Mais franchement, je l'adore et tous les gens, il fait partie des grands classiques chez moi maintenant. Tous les gens à qui je l'ai fait jouer ont adoré. D'accord. Après, il est moche. Ouais, il est cher. J'avoue qu'il est cher parce qu'il y a plein de plastique sont un et peu bizarres. Ouais, elles sont bizarres. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, le jeu est pas si vieux. Voilà. Il a que de 2017. Et les illustrations, elles sont à la fois... elles font pas vieillottes, mais elles font pas modernes du tout, quoi. Oui, elles sont très curieuses. Elles sont un peu kitsch, presque. Je trouve qu'il y a un petit côté kitsch. On dirait que c'est une AI, mais c'est avant les AI. Donc non. c'est très curieux. Mais bon. Ouais. Donc tu sais plus comment tu l'as découvert. Honnêtement, je ne sais plus. Parce que de toute façon, c'est forcément... Mais Puisqu'il n'a pas été en français. J'achète plein de jeux. Ouais. Donc tu t'achètes en blind beaucoup de jeux comme parfois, ça. Ouais. Et tu revends des fois ou tu gardes tout ? Non, je le donne. Tu donnes ? Quand il y a un jeu que je garde. Enfin, quand il y a un jeu que je garde pas, s'il n'est pas trop mauvais, je le donne. Mmh. Sinon, je recycle dans mes prototypes. Ouais. Je mets un coup de bombe sur la boîte, ça devient une boîte de prototypes. Je mets les pions dans mes tiroirs et je les utiliserai ici ou là. Oui, ok. Oui, mais Curse Court, et donc tu dis, tu en as parlé à des éditeurs, mais ça coûte cher. Ouais, il y a des problèmes. Enfin, il y a énormément de jetons dedans. Donc, c'était un peu compliqué parce que c'est pas un jeu très long, très complexe. Donc, c'est difficile à vendre cher. Oui. Et du coup, il y avait beaucoup de matos. Et le faire avec des petits jetons en carton, c'était pas très drôle. Voilà. Donc, c'est... Ah si, je repense à un truc. Le jeu, je pense, où je suis le plus proche d'être arrivé à un peu la même chose, c'est Vabank. Oui, ouais. Vabank, donc il y a un jeu que tu as fait avec Léo Colovini, et quelque part l'objectif était le même. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'était vraiment de créer une tension, et dans Vabank, on a bien créé l'espèce de montée de la tension au fur et à mesure du jeu. Donc, voilà. Quelque part, Vabank, c'est un peu... Je l'ai fait bien avant de connaître Cursed Court, mais c'était un peu le même cahier des charges, je pense. Ouais. C'était créer un jeu où... Ah ouais, quand même. On se regarde comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Pourquoi il a fait ça ? Voilà. C'est ce que j'ai fait qui est le plus proche de Cursed Court. Honnêtement, je pense que Cursed Court est un peu meilleur. Oui. Mais on est dans la même famille de jeux. D'accord. Et c'est quelque chose que tu essayes encore de créer aujourd'hui ou dans tes créations ou tu es parti dans des directions différentes ? Ça dépend. Là, je pars... en ce moment, je suis très sur les tout petits jeux. Ouais. Hein. Les micro-games. Voilà, les micro-games ou un peu plus que micro, quoi. C'est-à-dire, je peux arriver à 30 cartes, quoi. Mais, voilà. Mais qui restent des formats très ramassés. En ce moment, j'essaie de travailler sur des formats très ramassés. Et justement, hier soir, j'ai eu une idée comme ça. Et dans ma première version, il fallait des trucs, des pions, j'avais des cartes. Dans ma tête, j'ai pas fait de proto. J'avais des cartes hexagonales et des jetons et puis des cartes classiques et tout. Maintenant, il n'y a plus de jetons, il n'y a plus d'hexagones. Et je pense qu'avec une vingtaine de cartes, ça devrait pouvoir marcher. Mais je n'ai pas encore fait de proto. Il faudra que j'essaye. Quand toi, tu travailles, tu privilégies plutôt des règles très épurées ? Oui. Toi, en tant que joueur, c'est ce que tu préfères aussi ? En tant que joueur, c'est ce que je préfère. En tant qu'auteur aussi. Et puis là, je pense qu'il y a un peu l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine d'années, j'avais tendance à démarrer souvent avec des règles qui étaient assez complexes. Ouais. Et puis après, j'étais obligé de tailler dans le gras parce qu'il y en avait trop. Aujourd'hui, j'arrive, justement à ce que je disais, j'arrive à travailler le truc dans ma tête suffisamment pour que dès la première version que j'essaye, ça soit déjà plus épuré que la première idée que j'ai eue. Et est-ce que Mais c'est vrai que la première idée est presque toujours trop compliquée. Ouais. Et est-ce que, parce que souvent quand on dit, je trouve que c'est pas toujours facile quand on explique qu'on veut des jeux plus épurés. Il y a des tendances inverses, notamment dans le jeu expert où on a tendance à mettre des couches et des couches de règles, alors que les jeux experts d'il y a peut-être 15-20 ans étaient assez épurés mécaniquement, tout en restant experts parce que les choix qu'on doit faire sont compliqués, mais que c'est pas les règles, c'est pas la quantité de règles. Il y avait des jeux avec des pages de règles. Hein. Je me rappelle des trucs comme Magic Realm ou des choses comme ça. Je pense à des jeux plus, par exemple, tu vois, Agricola. Ah oui, moi je pensais 20 ans avant. Et 20 ans avant, il y avait des jeux américains avec des 40 pages de règles. Hein.
Mais je pense à des jeux experts type vraiment jeux à l'allemande, qui sont des jeux des années 2000, qui sont assez épurés, ou même Puerto Rico, c'est pas très compliqué, et qui sont assez épurés en termes de règles, et qui sont du jeu expert, parce que tous tes choix vont être compliqués, alors qu'aujourd'hui, quand on dit ça, c'est pas la complexité des règles qui fait la complexité du jeu, en fait. Oui, mais ça, je suis d'accord. Hein. Voilà, hein, je pense que. Alors, il peut y avoir des très bons jeux un peu compliqués. Hein. On parlait de Rencontre Cosmique, quand on a tout accumulé, les extensions, les trucs, les machins, ça finit par devenir un peu compliqué. Ça reste mais ça reste cadré quand même. Ça, oui, bah, en même temps. Et un jeu américain. Parce qu'en fait, les jeux des années 80 étaient souvent très compliqués. Mon premier jeu, Baston, qui est paru en 84, le livret de règles aujourd'hui, c'est pas possible. C'est pas possible de publier un jeu d'une telle complexité. Hein. Après, c'est vrai qu'il y a eu une mode du jeu vraiment à l'allemande et très, très épurée, peut-être effectivement, dont on parlait au début des années 2000. Aujourd'hui, ça part un peu dans tous les sens. Hein, et ce qui est très bien, c'est bien que ça parte dans tous les sens. Hein, il y en a pour tout le monde. Hein. Moi, maintenant, je me sens plus pas trop dans l'abstrait stratégique façon années 2000, mais quand même des trucs relativement épurés. Et là, on a parlé de jeux où c'est beaucoup donc les joueurs et joueuses qui vont faire, on le disait, hein, la partie, qui vont équilibrer là où il peut y avoir des déséquilibres liés dans Rencontre Cosmique avec les pouvoirs, dans les Colons de Catane avec le hasard de la production et tout. Et quand on parle de jeux, il y a des jeux aussi où il y a très peu qui sont plus équilibrés intrinsèquement. Souvent, tu regrettes, toi, que les jeux soient presque trop gentils maintenant, trop gratifiants pour les joueurs et joueuses. C'est quelque chose que tu avais noté il n'y a pas longtemps. Gratifiant, c'est pas ça, mais je dirais, moi j'ai envie de dire trop ennuyeux. Hein. C'est finalement un peu comme dans les pouvoirs de Rencontre Cosmique, il faut que ce soit plus tranché pour être intéressant. Voilà. Oui, voilà, moi dans les jeux récents, il y a souvent des jeux qui m'ennuient un peu parce que, effectivement, j'ai l'impression de faire plein de calculs et au bout du compte, c'est celui qui a fait les meilleurs calculs qui a gagné. Et si parfois j'étais un peu embêté parce que machin, il a posé son ouvrier avant moi, ou il a pris la carte que je voulais, il l'a même pas fait, et c'était même pas pour m'embêter, c'était par hasard, quoi. Ouais. Donc quelque part, c'est même pas drôle. Hein, je ne peux même pas lui dire, putain, t'as bien joué, là. Ouais, voilà. Oui, en fait, c'est le fruit du hasard. C'était juste parce que ça l'arrangeait lui. Donc... Alors, c'est ce qui me gêne un peu dans un jeu que par ailleurs j'adore. Bon, on parlait de jeux compliqués. Je joue à des jeux assez complexes quand même. J'aime beaucoup Dune Imperium par exemple. Mais c'est ce qui me gêne un peu dans Dune Imperium. Bon, il y a des trucs où on s'affronte. Hein. Mais parfois, il y a des moments où on a une carte qui vous passe sous le nez et le joueur qui l'a prise, il l'a même pas fait exprès. Et je trouve que c'est dommage qu'il l'ait pas fait exprès. Oui, qu'il n'encourage pas à plus de malice entre les joueurs. Alors, il y a de la malice ailleurs dans Dune Imperium, heureusement. Parce qu'il y a des joueurs, justement, je connais pas mal de joueurs et joueuses, plutôt de joueurs de jeux experts, qui se plaignent du côté très random des cartes qu'on a sur les côtés là, pour les affrontements, enfin les cartes intrigues qu'on récupère, je crois. Et ça, j'ai entendu pas mal de personnes s'en plaindre, comme quoi il y en avait certaines qui étaient trop fortes et tout. Il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Ouais. Oui, c'est pas un écart monstrueux, je crois pas. Enfin, je dis, j'ai pas fait les stats. Hein. Ouais, non. Eux, ils les ont peut-être faites. Ouais, mais je pense qu'en fait, sur plusieurs parties, ça s'équilibre. Enfin, j'imagine que tu peux pas être malchanceux tout le temps. Alors, on va parler maintenant du 5e jeu, qui est, je trouve, assez différent des autres. Enfin, il m'a paru différent quand je l'ai vu dans la liste. Donc, je te laisse le présenter. Oui, alors le 5e jeu que j'ai mis, c'est Codenames. J'ai envie de dire, il n'est pas si différent, parce que c'est aussi un jeu où tout dépend des joueurs autour de la table. Ça, je suis d'accord là-dessus. Tout dépend de la manière dont on pense. Et c'est aussi un jeu où il faut essayer de deviner comment pensent les autres. Alors là, pas comment pensent nos adversaires, mais comment pensent nos partenaires. Oui. Donc c'est aussi un jeu qui tient beaucoup aux personnes. Qui tient beaucoup aux personnes et où il faut sentir ce que pensent les autres. Si je l'ai mis, c'est parce que c'est un peu le jeu qui m'a fait revenir. D'accord. Un style de jeu que... l'époque où je jouais beaucoup à Rencontre Cosmique ou au poker, parmi les jeux qui sortaient régulièrement dans le même groupe de joueurs, on jouait aussi tout bêtement à Tabou et au jeu du dictionnaire. D'accord. Et le jeu du dictionnaire, ça me manque, on ne peut plus y jouer, on n'a plus de dictionnaire papier. Et si on n'a pas de dictionnaire papier, ça ne marche pas. Donc le jeu du dictionnaire, c'est un jeu un peu traditionnel. On cherche dans le dictionnaire un mot dont on pense que personne ne
connaît, et on écrit, on dit le mot, et puis on écrit la définition du dictionnaire. Et puis chacun écrit sa définition, on les mélange, et puis après on relit toutes les définitions, et on marque des points si on trouve le dictionnaire, et si on arrive à se faire passer pour le dictionnaire. C'est pas, il y a un jeu comme ça, Bluffeur, non, qui est un peu dans le même Ça a esprit. été récupéré, Oui, de toute façon, ça a été récupéré des tonnes de fois. Ouais. On y joue aussi avec des cartes de Trivial Pursuit où on lit la réponse et puis chacun doit poser une question. Oui, c'est le Jeopardy aussi qui est un peu comme ça. Ouais. Quand la réponse c'est Tombouctou, ça va. Quand la réponse c'est 3, Ouais, c'est très ouvert du coup. c'est assez drôle. Et donc Codenames, pareil, tu l'as découvert à sa sortie? Oui. Et Codenames, alors si je l'ai mis, c'est parce qu'il y a aussi une autre raison. J'ai une variante à moi de Codenames que j'aime beaucoup. J'y avais pensé à ça. Voilà. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. Alors, après, il y a plein de jeux un peu dans cet esprit-là qui sont arrivés après. Il y a Just One que j'aime beaucoup aussi. C'est vrai que Codenames, il a ouvert la voie à tous ces jeux où on se fait deviner des mots. C'est vrai que finalement, je joue peut-être plus souvent à Just One parce que c'est plus facile à sortir. Mais je pense que Codenames reste mon favori dans cette famille, avec cette espèce d'essayer de trouver les points communs, les trucs, et puis voilà. Donc c'est voilà. Donc vraiment, il m'a redonné le goût de ce type de jeu. Donc c'est un jeu de Vladas Chvátil. C'est intéressant aussi que ça soit un jeu de Vladas Chvátil parce que Vladas Chvátil, il fait pas ce genre de truc d'habitude, mais pas du tout. Oui. Même s'il a fait des jeux un peu barges mais aussi. En fait, il fait des jeux très différents les uns des autres. Et en interview, il explique que souvent, il fait des jeux qu'il estime qui n'existent pas, en fait, qui vont être une passerelle entre deux jeux. Et lui, il se dit, bah tiens, là, il manque le truc qui serait la synthèse des deux. Et donc, je vais essayer de faire la synthèse des deux. J'ai pas entendu ça, mais c'est marrant parce que ça m'arrive aussi de dire ça. Et en fait, c'est ça qu'il j'avais lu. Complètement d'accord avec lui là-dessus. On avait lu une interview où il dit ça. En fait, lui, il dit, moi, je veux créer les jeux qui sont la passerelle entre deux jeux parce que j'estime qu'il y a un manque et c'est pour ça que je fais des jeux finalement différents. Parce que c'est vrai qu'il a une ludographie très variée. Très variée. Parce qu'en fait, une fois qu'il a fait le jeu qui va dans le trou, enfin qui comble le trou, finalement, bah, il a fait son job. Et alors, il y a une légende, je ne sais pas si elle est vraie, qui dit qu'il a créé Codenames en une soirée, en fait. C'est possible. Ouais. C'est possible. Parce qu'en fait, l'idée est assez simple, assez évidente. L'idée est très simple. Hein. Donc ce jeu, je l'adore. Ouais. On y a beaucoup joué. Et quand on y joue, on joue souvent avec ma variante à moi, qui est j'ai acheté un jour à la Gen Con, parce qu'il y avait un mec qui vendait ça. Voilà. Je me suis dit, je vais sûrement faire un jeu avec. Alors, tout ce que j'ai fait avec, c'est une variante de Codenames. Mais j'ai acheté un énorme sac dans lequel il y a 300 ou 400 canards en plastique, tous différents. Et donc voilà, on met les canards sur la table et on fait Codenames canard. Et je trouve que c'est la meilleure version de Codenames. Ça marche très très bien avec eux. On a le canard, licorne, chevalier, jardinier, policier. Donc on donne un mot et on dit en combien de canards canards. Et c'est très 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 drôle. Et voilà, et donc non, ça m'a redonné le goût de ce type de jeu. Alors j'aurais pu mettre Just One, hein, j'aime beaucoup aussi Just One. Mais je trouve que Codenames est plus subtil quelque part. Bah après, Codenames, il y a la difficulté, c'est que le choix des mots qui sont qui sont proposés dans la boîte. Et puis il y a le coup de l'assassin qui est très drôle. Ouais, hein, qui peut être assez peut violent. Être mortel. Et puis et quand on devine un peu ce qui est en train de se passer chez l'adversaire, Et c'est un jeu qui, il y a eu des extensions, il y a eu Codenames Images, Codenames, il y a des plein de. Alors Codenames Images, les images sont mal foutues. C'est vrai. Moches. Ah ouais, non, il est pas bon. Mais on peut faire en fait, c'est vrai qu'on peut faire ces versions. On y a joué avec des boîtes de jeux. Oui, avec des pochettes de disques. On y a joué avec des gens. On a fait un carré de 25 personnes. C'est excellent. Oui, ça c'est incroyable. Oui, ça peut être incroyable ça comme. Je suis sûr qu'ils pourraient faire ça dans des entreprises comme exercice de team building, tu sais. Ça... Oui, donc tu es alors pas malin en 3. Oui, après tu peux avoir des problèmes avec les autres, mais ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui se prête à la créativité presque de tous les joueurs et joueuses, parce qu'en fait on se dit tous qu'on pourrait inventer notre variante, notre idée à loisir. C'est très très drôle. Et toi, t'as eu envie de créer des jeux où on se fait deviner des mots comme ça ou... Oui, je suis en train de réfléchir. Est-ce que j'en ai fait? Parce que là, en y pensant, j'ai pas directement. Non, pas vraiment. Dans cette famille de jeux, j'avais fait Speed Dating, qui était un petit peu ça. Animal Suspect, qui était un petit peu ça aussi. Mais c'était pas vraiment faire deviner des mots, quoi. Là, on est vraiment dans l'héritage de Tabou, quoi. Donc...
Et j'aimais beaucoup Taboo. Il faudrait que je rejoue à Taboo. J'ai pas joué depuis une éternité. Et j'en ai je ne sais combien de versions parce que c'est un jeu qui vieillit. Quand on a les cartes avec les personnages des années 80. Ouais. Donc, mais tous les jeux comme ça, ils sont. Tous les 10 ans, je me rachète un Taboo. Mais en fait, j'y joue pas. Tu joues pas. Et est-ce que tu as eu l'occasion, j'imagine, de rencontrer Vladash Patil? Je ne suis pas sûr. T'es pas sûr? Je suis pas sûr. Ouais. On a dû se croiser à Essen, mais... Oui, parce que... Mais c'est à l'époque où j'allais tout le temps à Essen, j'y allais plus depuis qu'ils l'ont mis début octobre. Là, c'est bon, ça va être bon pour cette année. Maintenant que je suis à la retraite, je retourne à Essen, voilà. Donc, ce que je me disais, du coup, est-ce que tu lui avais parlé de ta variante parce qu'elle est connue, enfin, on a souvent, on a vu tous des photos sur ton blog. On a échangé des messages à son sujet, mais je suis pas sûr qu'on se soit rencontrés. Ou alors à Essen, dans des soirées où il y avait plein de monde, quoi. Oui, donc c'est pas comme si tu avais eu l'occasion vraiment d'échanger. J'ai jamais vraiment discuté avec lui, quoi. Je pense qu'on a fait le tour des jeux. Je pense. Hein. Là, on en parlait, là, on part à Cannes, on sera à Cannes dans 3-4 jours, toi comme moi d'ailleurs. Les jeux que tu présentes ton actualité, si tu veux en parler rapidement. Alors, mon actualité à Cannes, il y a Wake to Look qui sort en français chez Pixie. Oui. Donc c'est un jeu que tu as fait pour One Games. C'est un jeu qui est sorti chez One Games, que j'ai fait avec John Sasaki. En fait, j'ai fait un jeu de départ qui n'était pas tout à fait celui-là, et John l'a retravaillé pour faire Wake to Look. Vous avez travaillé à distance? Comment ça s'est passé? Non, là, ça a été vraiment, il a pris mon truc et il l'a bricolé, et il a fait quelque chose qui est bien mieux que l'original. Donc, voilà, et ça, c'est un petit jeu un peu double guessing, un peu, très rigolo. Sur lequel on va pas chasser des baleines parce que c'est pas bien de chasser des baleines. Donc on va photographier des baleines. Voilà. Non, on chasse plus, on est ornithologue, on est touriste, ce qui est pas bien, mais bon, quand même, on est mais c'est moins grave que d'être chasseur de baleines. Je pense que chasseur de baleines, c'est pas terrible actuellement. Comme thème, c'est pas porteur. Voilà. Donc j'ai Reigns qui sort enfin en français. Oui. Donc chez un nouvel éditeur qui est l'adaptation d'un jeu vidéo qui a beaucoup très bien marché avec Hervé Marly. Et je suis très content de ce qu'on a fait parce que quelque part on n'a pas repris la mécanique du jeu vidéo, mais je pense qu'on a très bien retrouvé son esprit. Donc voilà, c'est très rigolo. Le jeu vidéo, le jeu vidéo est assez incroyable en fait, parce que quand on t'explique le pitch, tu fais et puis après en fait, ça marche très très bien. Ça marche très bien. Moi, je joue peu aux jeux vidéo, c'est un des rares qui m'avait accroché. J'ai pas essayé la version chinoise, là, il faut que je l'essaye. Donc voilà, donc j'ai Reigns. Je vais faire des démonstrations de Migo, qui est un autre nom du Yeti. C'est un jeu où on joue des Yeti qui bouffent des alpinistes. Je trouve que c'est un beau thème. Et ça, c'est bien. Et pas des chasseurs de Yeti. Pas des chasseurs de Yeti. On est des Yeti, on va bouffer des alpinistes. Qui sort chez Ghost Dog, c'est ça? Qui sort chez Ghost Dog. Ouais. Et on a un deal avec les Sherpas, c'est eux qui nous disent quand ils vont arriver, puis en échange on leur refile du matos. Enfin voilà, c'est horrible. Ça sera un petit format. Ça c'est un tout petit format. C'est parce qu'ils sortent une nouvelle gamme. Ils sortent une nouvelle gamme de tout petits jeux. Donc il y a celui-là, puis j'en aurai un autre qui sortira un peu plus tard au même format, la salade de fruits, que je t'ai fait essayer tout à l'heure. Donc voilà, je sais pas, peut-être chez Matago il y aura 6 suspects en présentation. J'en suis pas sûr parce qu'ils sortent tellement de trucs que je pense qu'ils vont surtout se concentrer sur ceux qui sortent maintenant. Et puis j'arrive avec une valise de prototypes que je vais présenter à tout le monde. Et donc voilà mon actualité. Mon actualité de l'année, ça va être surtout la sortie de ce que je pense est mon meilleur jeu, mais pour l'instant personne ne veut le faire en français, qui est le Trésor des Nains. D'accord. Qui sort aux États-Unis chez Trick or Treat. Avec qui tu avais déjà fait un jeu? Avec qui j'ai déjà fait Trollfest. Oui, c'est ça, voilà. Qui a des excellentes critiques, mais qui se vend pas tant que ça. Mais qui est très rigolo. Et qui est sorti en français, non? Non, qui n'est pas sorti en français non plus. D'accord. Et donc, le Trésor des Nains, c'est ce qu'on disait sur le poker et les jeux de double guessing, un peu bluff, etc. Voilà, il y a cette dimension-là. C'est vraiment un jeu où on doit regarder les autres joueurs dans les yeux. D'accord. J'ouvre cette boîte ou j'ouvre pas cette boîte. Voilà. Et ça, c'est très rigolo. Donc ça, qui sortira pour l'instant qu'aux États-Unis. Ouais. Mais bon, on va le faire venir ici. Ouais. Voilà. J'espère que quelqu'un va le faire en français. Je sais qu'il y avait des discussions avec Diego. Je sais pas très bien si ça s'est décidé ou pas. Je m'en mêle pas trop. Ok. Le gros, c'est de faire des jeux. Ouais.
super. Bah écoute, merci beaucoup Bruno. C'était une super conversation. Merci Polgara. Et maintenant, j'ai hâte de jouer à Cursed Court, j'avoue. Parce que comme je ne le connaissais absolument pas... Surtout si tu as joué à Vabank et aimé Vabank, ouais. On est dans la même famille. Hein. Très bien. Bah, écoute, merci encore en tout cas pour ton temps et puis pour avoir parlé de ces jeux. On encourage évidemment les auditeurs et auditrices à jouer aux jeux dont tu as parlé. Et à mes jeux aussi. Et à tes jeux, évidemment. Mais notamment, on encourage tout le monde à jouer à Rencontre Cosmique parce que c'est vraiment un jeu, je pense, auquel il faut avoir joué. Je n'y ai jamais joué encore à ce jeu. J'ai loupé le coche. Et surtout, si on démarre avec la boîte de base, ça va, c'est pas monstrueux. Bon, bah écoute, je compte sur toi pour qu'on y joue à Étourvie alors. Pas de problème. Merci encore à tout le monde et on se retrouve pour une prochaine émission. Merci encore. Ça marche. Au revoir.